Eh bien, Iskandar Safa. Iskandar Safa, c'est un chrétien maronite qui se fait également appeler Sandy, qui est né en 1955, les pieds dans l'eau de la baie de Jouniette, un petit port au nord de Beyrouth. Son père était directeur de cabinet de l'ancien président de la République, Béchara El-Khoury. C'est un commerçant, ce sont des commerçants, les Libanais sont les héritiers des navigateurs phénicéens de l'Antiquité. Ils sont considérés comme l'élite du monde arabe avec les Syriens et les Palestiniens. Euh, et on va voir dans le portrait de Iskandar Safa que euh, celui-ci est vraiment un héritier de ces navigateurs, est vraiment un commerçant hors pair et un homme d'influence, bien entendu. Il obtient son diplôme d'ingénieur civil à l'université américaine de Beyrouth. Il va prendre les armes au sein d'une milice de droite, les phalanges chrétiennes, lorsque la guerre civile éclate au Liban en 1975, une guerre civile qui va durer 20 ans. Il est blessé, il part 3 ans en Arabie Saoudite, où il conduit des chantiers militaires, une académie, un aéroport pour l'entreprise familiale. En 1980, Iskandar Safa arrive en France pour suivre des cours à l'INSEAD, l'Institut européen d'études administratives de Fontainebleau. Avec son MBA en poche, il est contacté par des investisseurs arabes pour remettre sur pied l'hôtelier suisse Nova Park. À cette occasion, il fait la connaissance de Jean-Charles Marchiani. Jean-Charles Marchiani, c'est un proche de Charles Pasqua, qui est un cadre commercial à l'époque des hôtels Méridien. Ce dernier est devenu entre-temps conseiller du ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, fait appel à Iskandar Safa en 1986 pour sauver les otages du Liban. Et l'homme d'affaires a un sacré réseau, une très bonne connaissance des milices chiites, et donc il participe activement à leur libération. Il va fournir notamment une voiture blindée, garde du corps, et en guise de remerciement, il se voit octroyer la nationalité française. Alors, il faut savoir que dès 1986, Iskandar Safa crée son fonds de placement financier Triacorp, qui va prospérer grâce aux ventes d'armes, avec un certain Jean-Charles Marchiani qui va hanter les lieux et qui va venir souvent, donc, et qui va se lier d'amitié avec Safa. Et parallèlement aussi, du moins, dans le cadre de ce business, plus exactement, il se lance dans le business des offsets. Les offsets, c'est les compensations locales consenties par les industriels pour obtenir des contrats à l'étranger. Les offsets, c'est en fait très très à la mode aujourd'hui. Ça a commencé à l'être dans les années 80. Ça permet un transfert de technologie dans les pays où les armes sont vendues et d'avoir des coûts de main-d'œuvre assez faibles, avec une main-d'œuvre formée par le vendeur d'armes ou par ses partenaires. Et donc, c'est un business assez lucratif et ça va vite enrichir, en plus des commissions, des commissions qu'il touche en matière de vente d'armes, de fait de sa bonne connaissance du monde arabe. Ça va lui faciliter, ça va lui permettre de prospérer. La même année, plus exactement en 1988, Iskandar Safa tente de reprendre les chantiers navals de Cherbourg, spécialisés sur les navires légers de combat, mais le dossier lui échappe. C'est finalement en 1992 qu'il prendra le contrôle des constructions mécaniques de Normandie, qui sont alors en très grande difficulté. Et il dira, j'étais le seul à présenter une offre. J'ai relancé l'entreprise en décrochant le plus gros contrat militaire français avec Oman, alors que personne n'y croyait, car le pays est sous influence britannique
était sous influence britannique, puis avec la marine du Koweït par la suite, il va injecter 100 millions d'euros pour la redresser. Il est déjà assez riche à l'époque, hein. C'est en 1992. Et il devient en fait très rapidement des très puissants intermédiaires dans le commerce des armes, tissant au fil des années un puissant réseau au Liban, en Arabie Saoudite, dans les Émirats Unis, en Libye, en Algérie. Et il dira, dans une interview, un homme qui s'appelle Marc Francelet, je reparle de Marc Francelet, il dira à Marc Francelet, dans une interview au Point, le lobbying, c'est mon métier de base. Ça, c'était en 2005. Alors, Marc Francelet, qui avait réussi à avoir l'interview de Safa, c'est lui qu'on retrouve en 1998, lorsque Benalla donne une interview, fait des photos pour Le Monde, et cette scène est un peu surréaliste. On voit Marc Francelet qui est maintenant consultant en com, qui a eu plusieurs boulots, paparazzi, manager de Johnny, de Belmondo. Bon. Il s'est reconverti dans le conseil et on voit arriver chez Marc Francelet, on voit arriver Mimi Marchand, qui dit « Je suis là pour prendre des clés. Je viens par hasard. » Et qui dira « Benalla, mais c'est idiot de te faire prendre en photo, tout le monde va te reconnaître. » Et c'est si bien qu'il coupera sa barbe une fois qu'il aura pris les photos pour Le Monde, que le shooting aura été fait pour Le Monde. Donc ça, je parle de Marc Francelet qui était déjà sur des coups comme ça à l'époque. Je reviens à Iskandar Safa. Vous voyez que c'est un petit monde, hein, finalement. Il sert de courroie de transmission entre les fabricants d'armement français et européens, les chefs d'état-major, les chefs d'État, ministres de la Défense qui souhaitent équiper leurs armées. En 2007, il s'est associé avec Ahmed Darwish Al-Mahad pour créer un nouveau chantier naval à Abu Dhabi afin de produire des navires militaires et des yachts de luxe. Le chantier est situé à Port Zayed, tout près du musée du Louvre d'Abu Dhabi. C'est une affaire prospère au chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros avec 2000 employés. D'ailleurs, maintenant, Safa n'habite plus Beyrouth, il habite Abu Dhabi. Depuis 2012, il est l'un des principaux actionnaires du plus gros conglomérat grec Marfin. Donc, tout le monde me suit pour l'instant? Ça va? Oui, on te suit. Vous êtes pas endormi? Il est l'un donc des principaux actionnaires du plus gros conglomérat grec Marfin Investment Group depuis 2012, qui regroupe des cliniques, des usines agroalimentaires, des compagnies maritimes, des chaînes hôtelières, des compagnies aériennes. Il est proche d'hommes politiques de tous bords, Charles Pasqua, Bernard Cazeneuve, ancien député-maire de Cherbourg, qui maintenant a quitté la politique pour retourner chez Auguste Debouzy, avocat d'affaires. C'est toujours bien, avocat d'affaires. Aujourd'hui, son groupe Privinvest pèse 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, dont la plus grande partie dans les chantiers navals. Avec l'appui de Berlin, Iskandar Safa vient d'entrer en négociation pour fusionner ces chantiers de Kiel avec le grand concurrent Lürsen. Il dit « J'accepte d'en prendre le contrôle car l'industrie doit se consolider pour exister face aux géants américains et chinois. Je pousse depuis 5 ans pour que ce mouvement se fasse autour d'un axe franco-allemand. Le projet européen doit d'ailleurs être achevé en réunissant après l'économie tout le régalien, dit-il. C'est nécessaire si l'Union européenne veut continuer de peser. » Safa est considéré comme Safa, d'après le dernier classement de Challenge, et celui qu'on a eu cet été, est la 92e fortune française. Il pèse 1 milliard d'euros et serait la 2e fortune libanaise après les Hariri. Alors, je veux parler de ses batailles judiciaires. C'est un homme
qui ne se laisse pas intimider par la justice. Le 6 janvier 2002, Le Monde révèle qu'un mandat d'arrêt international est lancé contre Safa. Alors, une note blanche, c'est-à-dire une note sans qu'il y ait de signataire, signée de la SDST, affirme depuis plusieurs années, je cite, depuis plusieurs années, l'homme d'affaires français d'origine libanaise, Iskandar Safa, donne régulièrement des sommes d'argent, environ 300 000 francs par semaine, à l'ex-préfet et député européen Jean-Charles Marcani. L'argent proviendrait de l'affaire des otages du Liban au milieu des années 1980. Note blanche de la SDST sans preuve. Safa va devoir rester à l'étranger, puisqu'il y a un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui, va devoir rester à l'étranger et ses affaires seront gérées par un certain Najib Jber, administrateur de ces sociétés FIMAS et Privinvest. Alors, la FIMAS, je crois que je t'ai donné un lien, David, pour aller sur la FIMAS, j'en parlerai tout à l'heure. En 2017, finalement, le mandat d'arrêt est levé et la justice française reconnaîtra que les accusations de la DST n'étaient pas fondées. Ces accusations n'ont jamais été étayées, n'ont fait l'objet d'aucune... Alors, je cite ce que dira la justice. Ces accusations n'ont jamais été étayées, n'ont fait l'objet d'aucune investigation matérielle en 8 ans. Et l'existence même d'une rançon versée par l'État français pour la libération de ses ressortissants au Liban n'est soutenue par aucun élément objectif. Donc là, il gagne, c'est une première victoire. On l'accusait d'avoir touché de l'argent et de redistribuer cet argent à Marchiani, qui a par ailleurs été condamné dans d'autres affaires, notamment l'Angola Gate, pas pour trafic d'armes, mais pour des délits relatifs aux droits des sociétés. Donc là-dessus, il gagne. Oui, il faut quand même reparler des otages du Liban. Jean-Paul Coffman, Marcel Carton, Marcel Fontaine, qui ont été libérés. En fait, ils avaient été enlevés sur ordre de l'Iran, qui avait un contentieux nucléaire avec la France dans le consortium Eurodif. Et la France ne voulait pas redonner à l'Iran le nucléaire que le Shah d'Iran avait négocié, du moins le combustible nucléaire que le Shah d'Iran avait négocié, du fait de l'arrivée des mollahs au pouvoir, des ayatollahs plus exactement, et au pouvoir. Et donc, ça s'est très mal passé. Il y a eu des attentats en 1986 à Paris, l'enlèvement des otages au Liban, et il y a eu un arrangement au final. Cet arrangement a eu lieu en 1988. Les otages ont été libérés entre les deux tours, avec Jacques Chirac qui sera sur le tarmac de Villacoublay, mais ça ne lui permettra pas de gagner les élections. Les élections présidentielles, il sera battu largement par Mitterrand qui sera réélu. Et donc, il n'y a jamais eu d'argent. Il semble que ça soit un accord. Il y a eu un accord. Il n'y a jamais eu de rançon, en fait. Après, tous les journalistes d'investigation, les bons connaisseurs du dossier, il y a simplement eu un arrangement concernant le dossier Eurodif. Donc, c'est pour ça qu'il a été relaxé. En 2013, il signe avec le Mozambique un important contrat pour la fabrication de patrouilleurs et de chalutiers destinés à la surveillance des côtes. L'entreprise est très appuyée par le gouvernement actuel, dit-il à l'époque. Faut savoir qu'il dirige Privinvest, oui, je ne l'ai pas dit ça, Privinvest, avec son frère Akram, et ils décident tous les deux, alors que l'un des dirigeants, Jean Boustany, est emprisonné aux États-Unis au sujet pour des poursuites concernant cette affaire de ce contrat au Mozambique. On l'accuse d'avoir versé des pots de vin. Eh bien, il va aller devant le grand jury populaire de New York. Et devant le grand jury populaire de New York, l'État américain est débouté, le ministère américain de la Justice est débouté de ces accusations de fraude et malversation à l'encontre de Jean Boustany, qui est un cadre de Privinvest. Ce dernier était le responsable d'un contrat de 2 milliards d'euros remporté par
Privinvest au Mozambique. Ce qui fait dire aux observateurs qu'à la différence d'Alstom ou de BNP Paribas, qui ont courbé les chines face à l'extraterritorialité contestable du droit américain et du payer d'importantes amendes, Iskandar Safa n'a pas lâché son salarié, alors incarcéré, et a tenu à faire valoir ses droits. Il y a un autre procès, il y a une autre procédure qu'il a gagnée encore. Il est propriétaire, comme j'ai dit, des chantiers CNM à Cherbourg, mais il est propriétaire de d'autres chantiers navals. J'ai parlé d'Abu Dhabi tout à l'heure, qui est très très important, beaucoup plus important que ce qu'il a à Cherbourg. Et l'État grec lui contestait la propriété d'Hellenic Shipyards. Il avait d'ailleurs décidé d'arrêter la production sur le chantier. Et là, il vient de gagner le 24 juillet dernier, donc c'est tout récent. Il y a eu un jugement en sa faveur du CIRDI, l'organisme de règlement des différends de la Banque mondiale. C'est une victoire qui vient appuyer un autre arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui condamnait déjà en 2007 la Grèce à verser 202 millions d'euros d'indemnité confirmés en appel. Donc, il est bien propriétaire du chantier et il a l'intention, dit-il, de reprendre l'activité. Et l'État grec doit lui verser 202 millions d'euros d'indemnité. Donc, c'est quelqu'un qui est tenace face à la justice et pour l'instant, il gagne. Pour autant, si je vous parle d'Iskandar Safa, c'est pas à cause de ça. Si je vous parle d'Iskandar Safa, c'est que c'est un gros propriétaire terrien sur la Côte d'Azur et c'est parce qu'il est propriétaire d'un magazine Valeurs Actuelles. Donc, une fois présenté tout ça, je veux parler des activités d'Iskandar Safa autres que la vente d'armes en France, plus exactement dans le sud-est de la France, à la frontière des Alpes-Maritimes et du Var, à Mandeville-la-Napoule. Il est propriétaire du domaine de Barbossy, qui fait 1350 hectares de part et d'autre de l'autoroute A8. Et la surface est 6 fois supérieure à celle de la principauté de Monaco. Tout est entièrement inconstructible. Hein, on dit bien tout est entièrement inconstructible. En fait, Safa y arrive en hélicoptère, jean de marque, blazer, chemise ouverte, blanche ou sombre, ça dépend. Il y arrive en hélicoptère depuis Paris ou Saint-Tropez où il a quelques biens sur place. Il a d'abord acheté 600 hectares en 2001 aux héritiers Ricard. En 2008, il a acheté 600 nouveaux hectares, toujours sur son domaine, 600 nouveaux hectares contigus aux 600 précédents et rachetés pour 12 millions d'euros les 65 hectares du Riviera Golf, un 18 trous avec chêne vert et pas un parasol. Il a été conçu en 1981 par l'architecte américain Robert Trent Jones Senior. La cotisation est 3 000 euros, la cotisation annuelle. Juste à côté, il y a un autre golf, toujours sur Mandeville-la-Napoule, construit par Michel de Russie à la fin du 19e siècle, le Holk Course. Alors, l'arrivée d'Iskandar Safa, le rachat par Iskandar Safa, ça a changé beaucoup de choses pour les personnes résidant sur cette partie de la Côte d'Azur. Beaucoup venaient, il y avait beaucoup de randonneurs qui venaient pratiquer qui venaient suivre le GR 51. Beaucoup venaient manger au restaurant abordable, au Baltrap, à une chaîne décorée de fresques un peu étranges par des gitans. Tout ça, c'est fini. C'était du temps de Paul Ricard. Maintenant, il y a des grillages, il y a des hauts murs, il y a des drones, il y a des barbouzes qui sont très menaçantes. Il y a des journalistes de France 2 qui sont allés, on leur a dit, toi, je sais où t'habites. Je sais pas si je sais pas si c'était Ramzi Kiroun. La fameuse auberge San Stello, une ancienne bastide provençale, est désormais inaccessible. Cette dernière a été rénovée à grands frais comme demeure par les néo-milliardaires. Safa a investi 65 millions d'euros pour refaire un centre équestre grand luxe. C'est 1 365 euros par mois, en plus de l'adhésion annuelle au club pour un cheval. C'est un certain Eric Giardini qui assure la gestion quotidienne
de Barbossy. C'est l'homme de confiance de Safa, il est directeur général de la FIMAS. La FIMAS, je crois que je t'ai donné le lien sur le site. C'est l'une des sociétés de Safa dont le siège est situé 19 avenue Franklin-Roosevelt à Paris. D'ailleurs, je suis étonné quand on va sur ce site, on voit qu'il y a des projets de construction. Alors, on parle de Paris aussi, donc ça doit peut-être être Paris. Pourquoi je parle de construction? Parce que il y a un projet en 2005, pardon, la SCI Barbossy avait loué à une filiale de Veolia des terrains pour enterrer des déchets. Face à l'opposition des riverains, le projet avait été abandonné. En 2009, FIMAS, toujours la filiale, une des filiales de Iskandar Safa, veut construire alors que le terrain est inconstructible, hein, je le répète. Un projet d'une dizaine de millions d'euros est mis en branle avec la construction de 64 000 mètres carrés de bâtiments. L'investissement représenterait 230 millions d'euros. On parle d'un hôtel de grand standing, de villas tout aussi luxueuses, avec des prix pour chaque villa avoisinant les 10 millions d'euros. Mais la loi ne permet pas la construction d'habitations pour deux raisons. Il y a la loi littorale et le fait, parce qu'on ne peut pas construire sur... si c'est pas construit sur le littoral, on peut pas construire. Il faudrait qu'il y ait déjà des bâtiments construits et que ensuite de ces bâtiments, on construit. Ça, c'est autorisé. Mais autrement, c'est pas autorisé sur le littoral. Et le fait que le domaine est situé en zone rouge du plan de prévention des risques d'incendie. D'ailleurs, en 2007, le domaine de Barbossy a été traversé d'ouest en est par le feu. Alors, comme le disent ces détracteurs, Safa a un avantage. Il a le temps, l'argent et l'influence. Safa va utiliser les services de l'État à son profit en 2009, plus précisément l'ONF, pour sortir une étude qui va en résumé écrire que c'est une chance d'avoir un propriétaire disposé à autoriser des aménagements par feu sur ce terrain. Et sans attendre la moindre autorisation, Safa va déboiser une colline, creuser des tranchées et tracer une route en pierre. Alors, les opposants à Safa ont écrit au préfet. Écoutez bien ça. Réponse de celui-ci, à l'époque, je cite, les services de l'État sont allés constater en 2008 et 2011 l'illégalité d'un certain nombre de travaux réalisés. Ainsi, une demande de régularisation déposée par le domaine de Barbossy est en cours d'instruction au titre des sites classés. Il faut simplement régulariser. Et le préfet d'ajouter, je cite toujours, le dialogue engagé entre le propriétaire du domaine de Barbossy et les services de la commune et de l'État devrait permettre de corriger les errements passés, de concilier au mieux la protection de ce site remarquable avec un développement maîtrisé du domaine. Qu'est-ce que ça vous fait dire, ça? Dites-moi. Qu'est-ce que vous en pensez? La réponse du préfet. Ah non, mais c'est comme tous les autres, quoi. C'est comme Dassault qui est estimé trop vieux pour être condamné. Enfin, là, ils ont tous les droits. Ces gens-là, ils sont au-dessus des lois, hein. Et c'est surtout que le préfet, il a utilisé l'ONF à son profit, et deux, on a l'impression que le préfet essaie de tout faire pour arranger les intérêts de Safa, plus que plus que de faire respecter la loi. C'est ça. Ah oui, 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 mais Safa doit avoir des arguments très convaincants, je pense. Ouais. Et en 2014, alors Henri Leroy, qui est le maire de Mandelieu-Nanapoule, qui va devenir sénateur par la suite, c'est le frère de Charles Villeneuve. Alors, Charles Villeneuve a été journaliste et notamment été journaliste au Liban. C'est là où il a rencontré sa femme. Donc, la famille Leroy est très liée à la famille à la famille Safa. Henri Leroy fait voter par son conseil une autorisation de modifier le PLU pour permettre la réalisation d'un pare-feu sur une zone de 30 hectares. Alors, les opposants à Safa craignent que cela soit une manœuvre pour déclasser les terrains de Barbossy et ainsi les rendre constructibles. En quoi le maire a répondu que seul le ministère de l'Environnement pouvait déclasser le site. Par ailleurs, il faut noter que Safa est généreux. Il a construit une église sur la commune. Il l'a inauguré le 16 octobre 2011. C'est Notre-Dame du Liban. C'est un bateau retourné, très joli. C'est la seule fois d'ailleurs où les habitants l'ont vraiment vu.
puis comme je l'ai précisé tout à l'heure, il habite au Moyen-Orient. Il a donné également, ça c'est une autre histoire, il a donné 600 000 euros à un club de basket dirigé par un copain du maire. Ça s'est pas très bien terminé puisque le club a été liquidé. Il y a même eu des plaintes contre X pour détournement de fonds, abus de confiance, recel, faux usage de faux et détournement d'actifs. Il y a eu une information ouverte en 2013 par le TJ de Grasse, je ne sais pas ce que ça a donné. Il a payé des 4x4 à la police municipale. Selon Mediapart et France 2, le nouveau maire de Mandelieu, Sébastien Leroy, neveu d'Henri Leroy, a créé une société L2RD qui est domiciliée à la même adresse que le cabinet d'avocats dont Sébastien Leroy est fondateur. Alors, je dis bien Sébastien Leroy, c'est le neveu d'Henri Leroy et c'est le nouveau maire de Mandelieu de Napoule. Alors c'est bien, hein, et puis ce qui est marrant à Mandelieu-Napoule, c'est qu'il y a deux listes. Il y a une liste LR et une liste d'hiver droite. Et donc, et là, la dernière élection, il y a eu 50% d'abstention, ce qui est quand même beaucoup. Et donc Sébastien Leroy, le maire, a créé une société. Du moins, ce sont les parents, pardon, excuse-moi, les parents, le père et la mère de Sébastien Leroy qui ont créé une société avec Iskandar Safa. Et cette société est domiciliée à la même adresse que le cabinet d'avocats dont Sébastien Leroy est fondateur. Donc, ça pose des problèmes de conflit d'intérêts. Et alors, il y a nos amis de Anticorps, je dis nos amis, je ne sais pas pourquoi, et il y a Jean-Christophe Picard, président d'Anticorps, qui a prévenu, on est très vigilant, car ce n'est certainement pas une coïncidence. L'existence de ces dossiers n'a rien d'illégal. Mais si le maire était amené à prendre des décisions favorables à Iskandar Safa, il y aurait un risque de prise illégale d'intérêt. Si on s'aperçoit que la création de la holding était la contrepartie d'une décision favorable à l'homme d'affaires, ce serait du trafic d'influence. Et le nouveau maire, Sébastien Leroy, donc le neveu d'Henri Leroy, nouveau sénateur des Alpes-Maritimes, et neveu également de Charles Villeneuve, ancien journaliste à TF1. Donc le maire, Sébastien Leroy, a répondu, il a parlé de fantasme quant à l'urbanisation de terrain sur le domaine de Barbossy, terrain classé depuis 2002 en zone rouge du plan de prévention des risques incendies. Et toute évolution de zonage relève de l'État, rappelle l'élu. Toujours sur la même ligne. De plus, ça c'était en 2018. Hein. De plus, le plan local d'urbanisme en cours de révision est discuté en conseil municipal ne prévoit aucune modification concernant ces terrains non constructibles. Voilà, voilà. Donc c'est une affaire à suivre par nos amis notamment des ronds-points nos amis de Cannes, nos amis Gilets jaunes constituants de Cannes. Je voudrais maintenant parler de Valeurs actuelles et Nice Matin. Valeurs actuelles, c'est un journal qui de 1990 à 2006 a appartenu au Dassault. Ça, je crois que tu l'as dit, non, tout à l'heure. Oui. Petite université. Ouais. Eh bien, ce journal a par la suite appartenu à Pierre Fabre de 2006 à 2015. Alors là, c'était une ligne très identitaire, très droite identitaire, avec des titres assez chocs, qui lui ont valu, je crois d'ailleurs, des condamnations. Ou tout au moins il y a eu des poursuites, il y a eu des procès. À partir de 2015, c'est la société d'Iskandar Safa, Prévient Média, qui rachète à Pierre Fabre, groupe Pierre Fabre, le quotidien. Et il le rachète avec qui? Avec Étienne Moujotte et Charles Villeneuve. Charles Villeneuve, on l'a dit, c'est Charles Villeneuve, c'est l'oncle de l'actuel maire. C'est le frère de l'actuel sénateur, Henri Leroy. Donc, il l'achète avec c'est Charles Villeneuve et Étienne Moujotte qui vont diriger ce journal, qui va devenir
beaucoup moins. Moi, je dirais c'est presque de la fausse opposition maintenant. On a vu Macron, il y a quelques mois, intervenir, donner une interview à ce journal. Ça pose des questions. Et on sait que derrière, ce sont des sarkozystes, en fait. C'est toute la bande à Ciotti et compagnie, dont fait partie le roi, qui tiennent les ficelles. Donc, ça me paraît être plutôt de la fausse opposition. D'ailleurs, lorsque euh, Mediapart, du moins lorsque des informations sont sorties comme quoi le Sarkozy n'aurait pas trompé, n'aurait pas eu de financement libyen dans son affaire, c'était assez récent, eh bien, il a fait un pressing terrible pour que le JDD sorte l'affaire. JDD, c'est son pote Arnaud Lagardère avec Ramzi Kiroun. Et qui a sorti l'affaire aussi, c'est comment Valeurs Actuelles qui a vraiment critiqué comme jamais Mediapart. Donc, on peut se poser des questions sur l'indépendance de ce journal vis-à-vis notamment du politique et vis-à-vis notamment de Nicolas Sarkozy. Et quand on sait le double jeu que joue Nicolas Sarkozy en ce moment, on peut être assez inquiet. Précisons une chose, c'est qu'en 2014, pour Nice Matin, il a voulu le racheter. Ses salariés l'ont racheté. Après, c'est Rossel qui est rentré qui est rentré dans le capital. Et finalement, il y a quelques mois, donc en 2020, cette année, Xavier Niel a pris le contrôle avec le soutien des salariés et notamment des journalistes, mais qui commencent à le regretter puisqu'ils s'aperçoivent des méthodes de Xavier Niel dont on parlera prochainement, bien entendu, parce que ça, c'est un gros dossier, Xavier Niel. C'est le genre de Bernard Arnault, c'est un très, très gros dossier. Voilà, les amis. Alors, oui, Super, bah, très intéressant. Ouais. je précise que là, en 2014, Safa avait voulu racheter le journal, qu'il a essayé de le racheter en 2020 face à Niel. Et Niel a eu le soutien des salariés. Alors, à partir du moment où les salariés ont décidé qu'ils préféraient Niel, Safa a préféré se retirer. Mais alors, on peut aussi préciser que Safa est propriétaire d'autres médias. Il est propriétaire d'une chaîne télé sur la Côte d'Azur. Et il voudrait lancer, je crois que c'est TV Azur, si mes souvenirs sont exacts. Je vais vérifier peut-être. Je ne sais pas si j'ai l'information. Et il voudrait aussi, paraît-il, il voudrait lancer un site internet d'information. Voilà. Voilà les ambitions médiatiques d'Iskandar Safa, qui s'est quand même opposé à Xavier Niel dans un dossier important, celui de Nice Matin, c'est un journal de référence. Et on voit encore que Xavier Niel rachète tout, il vient de racheter Paris Turf, c'est devenu le papivore. Et il a racheté France Antilles aussi, qui était en dépôt de bilan. Donc c'est quelqu'un d'assez dangereux quand on connaît ses méthodes, quand on connaît sa connivence avec le pouvoir macroniste, sachant qu'il est, comme l'a très bien démontré Branco, il a été à l'origine, il a aidé depuis le départ Macron à devenir président de la République. C'est quelqu'un d'assez nuisible. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Non, il n'y a pas de questions, pas de remarques. En tout cas, je tenais à féliciter tous les gens qui nous suivent encore après quasiment 5 heures de live. Donc voilà, je voudrais remercier tout le monde. Bah, bien sûr, on merci remercie. beaucoup à vous. Dis donc, vous êtes sacrément curieux pour être resté jusqu'au bout. Mais c'est important d'être curieux, c'est primordial. Juste je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Donc tu disais certains médias sur l'affaire Sarkozy en Libye. En fait, c'est pas certains médias, hein, c'est tous les médias jusque maintenant n'ont pas été jusqu'au fond de l'affaire, parce qu'il existe des fameuses vidéos où on voit l'argent libyen hein, qui a été mis dans des valises à la sortie d'un hôtel. Donc moi, je les ai vues ces vidéos. Elles ont tourné sur Internet. Par contre, aucun média ne les a passées, ces vidéos. Donc, pour moi, c'est pas certains médias, c'est tous. Hein, en fait, ils sont tous main dans la main, même s'il y a une certaine opposition.
Ils font tous partie, ils sont tous dans les mains des oligarques, quoi, hein. Donc, ils peuvent être aussi bien l'un contre l'autre, mais autant main dans la main sur certaines affaires. Donc voilà. Oui, je pense que tu as raison. Et surtout maintenant, c'est-à-dire que c'est la première fois depuis la libération que tous les médias sont contrôlés, sont verrouillés par le pouvoir. Et ça, en matière de liberté publique, de liberté d'expression, de liberté de la presse, ça pose un véritable problème. Le macronisme est très autoritaire, comme jamais on a vu depuis la libération. Ouais, il maîtrise tout et du coup, voilà, il faut être bien convaincu que, voilà, tout ce qui est mainstream ne peut absolument pas être objectif, c'est impossible. Il y a forcément des idées véhiculées derrière chaque article, derrière chaque vidéo, derrière chaque émission. Voilà, il y a plein de choses derrière. Et on voit que c'est un petit milieu parisien qui contrôle tout ça pour le compte de Macron et de ses amis. Et c'est pas du fantasme, c'est pas de la théorie du complot, on le démontre aujourd'hui avec des faits. Bon, voilà. on va couper sur le champ des partisans. Je souhaite à tout le monde une bonne nuit. Prenez soin de vous et à bientôt, camarades. À bientôt, force honneur à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés si longuement. Merci. À bientôt, les amis. Et on lâche rien. On lâche rien et à bientôt pour une nouvelle émission. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté
Entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines?